Salut à tous et bienvenue au Café Society avec notre invité. Et quel invité alors, attention, pas un sniper, un garçon qui a du cœur. C'est Eric Nolot. Salut Eric. Première fois qu'on me présente comme ça. C'est vrai? Ah oui, Eric, j'ai bien fait de venir. Non, on va voir si ça se passe bien. On va voir si ça se passe bien. Ouais. Mais ça commence bien. Mais de là à s'embrasser, ne soyons pas dans l'excès tout de suite. Eric, oui, je t'écoute. Est-ce que la célébrité t'a apporté le bonheur? Non. Non, là, c'est pas, non la célébrité, c'est pas fait pour apporter le bonheur. La célébrité, c'est fait pour apporter l'argent. Et quand on a l'argent, on a l'indépendance. C'est-à-dire qu'on peut repousser les casse-couilles, alors que quand on est pauvre, on ne peut pas repousser les casse-couilles. Les casse-couilles envahissent votre vie. On ne fait pas ce qu'on veut. On est obligé d'accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées si on avait les moyens de les refuser. Donc moi, la notoriété m'a apporté l'indépendance. Le bonheur, non. Le bonheur, c'est ailleurs. La vraie vie est ailleurs que dans la célébrité, heureusement. Dis-moi, Eric. Oui. Dis-nous, Eric. Je suis là pour te dire. Oui. Qui est vraiment Eric Zemmour? Tu sais, à l'ardisson, de la musique, etc. Focus sur toi, réponse. Non mais réellement, qui il est? Selon toi. Je vais faire une réponse un peu décevante, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce que vous voyez de Zemmour à la télévision est très proche de ce qu'est Zemmour dans la vie. Ah. Il n'y a pas de personnage Zemmour. On entend dire, mais est-ce que Zemmour joue un rôle? Est-ce qu'il en rajoute? Non, il n'en rajoute pas. Non, il ne joue pas un rôle. Ce que Zemmour de la télé, c'est Zemmour de la vie, comme moi. Ceux qui me connaissent disent qu'il n'y a pas de grande différence entre moi à l'écran et moi en dehors de l'écran. Moi, j'aime bien discuter, j'aime bien le débat, j'aime bien la castagne. J'aime pas quand ça dégénère, forcément. Voilà, je pense qu'on peut pousser les arguments très loin. Donc, simplement, ça fait 11 saisons qu'on fait équipe. On n'a pas besoin de se voir avant pour discuter de l'émission. On se connaît bien, on sait que ça va rouler, que ça peut matcher. Oui, que ça peut. Mais tu penses pas parfois qu'il va un peu loin quand même? Mais moi, je lui dis. Oui. Je lui dis, j'ai même écrit. Moi, il y a des choses. Il y a certaines choses pour lesquelles j'ai dit à Eric. Je lui ai dit publiquement, je lui ai dit en privé, je l'ai écrit, Le Point m'avait demandé un papier sur son dernier bouquin, j'ai dit, sur 3 ou 4 points de ton bouquin, je trouve que tu déconnes. Donc je peux pas dire les choses mieux, il déconne. Voilà. Vous vous êtes connus, vous étiez amis avant de vous connaître, ou vous avez été chroniqueur dans l'émission, c'est comme ça que vous êtes connus? Non, pas du tout, c'est Ruquier qui a constitué le duo quand Michel Pollack est tombé malade. Moi j'avais croisé une fois Zemmour, je lui ai dit bonjour, c'est tout, je me souviens très bien, à la rédaction du Figaro, j'allais voir quelqu'un d'autre. Ouais. Et vraiment, l'équipe s'est constituée quand on s'est assis tous les deux, et on ne pouvait pas savoir que ça prendrait cette tournure. Et d'ailleurs, quand Ruquier a mis fin à notre aventure, moi, c'était la fin de Zemmour et Nolot aussi. J'ai même pas pensé, pour ça que je suis plus quelqu'un du livre que de la télé en réalité. J'ai même pas pensé qu'on pourrait reformer l'équipe. Pour autre chose. Non. La dernière émission, je me suis dit, bah voilà, c'est fini avec Zemmour, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Il y a 5 producteurs à Paris qui ont eu l'idée en disant... Tout de suite. D'entrée, c'est-à-dire 5 producteurs vous ont contacté. Salut Eric. Comment on fait les équipes? On y va. On a eu tout, on a eu 20 coups de fil. Alors, c'était quoi les propositions qu'on vous faisait avant que ça arrive, évidemment, sur Paris Première avec Zemmour et Nolot? Il y a tout eu. Il y a eu des propositions de faire des quotidiennes. Par exemple, de faire une sorte d'access prime time tous les jours. Il y a eu des propositions aussi séparées. Sur ta chaîne? Sur France Télévisions? Non, pas sur France Télé, non, je pense qu'on n'était pas très bien vu là, sur France Télé, je crois. Donc sur une chaîne de la TNT, peut-être? Oui, il y a eu... Enfin, là, j'ai plus ça parce que... Tu t'en souviens déjà plus? Ça fait un moment, hein. Oui. Zemmour et Nolot et Ça balance à Paris, c'est tout sur Paris Première. Oui, c'est tout sur Paris Première, oui. D'abord parce que j'aime beaucoup le producteur, Pierre-Antoine Capton. Oui. C'est lui qui m'a fait... Qui t'a fait confiance. Qui m'a fait confiance. J'ai fait presque toute ma carrière avec lui. Et comme j'avais déjà Ça balance à Paris, ils m'ont dit garde Ça balance à Paris, mais on fait Zemmour et Nolot. Donc voilà, c'est rare d'avoir 2 émissions, mais voilà. Donc il y avait quoi d'autre comme émission qu'on t'a proposé? Donc au-delà d'une quotidienne? La ferme célébrité. Alors, si on m'a proposé la ferme célébrité, non. Bien. Oui, Eric, quand t'as proposé la ferme célébrité, pourquoi tu as dit non? Je crois que la réponse est dans la question. Hein. Elle est vachement intéressante. Pourquoi tu as dit non à la ferme célébrité? Je pense que la réponse on t'a proposé la ferme célébrité à toi, Eric. Je crois bien. Tu as dû te sentir un peu vexé. Mais on nous a même proposé des trucs. Là, exemple. Séparément. D'autres choses. Les anges. Tout, sur les émissions sur le sport. Oui, mais toi, tu as une vraie compétence que tu adores le foot. Oui, moi je suis un grand fan de foot. Alors, quoi d'autre comme émission? On veut tout savoir. Non, on m'a proposé beaucoup d'émissions politiques, beaucoup d'émissions culturelles, mais c'était des concepts un peu d'être chroniqueur aussi. Moi, j'en avais marre d'être chroniqueur. Moi, je préfère être animateur. Tu gagnais pas assez bien ta vie? C'est pas ça. C'est que quand on a goûté au fait d'être animateur, on veut plus redevenir chroniqueur. Quel souvenir gardes-tu de On n'est pas couché, parce que ça a quand même duré 5 saisons? Moi, j'ai pas pris la mesure de la chose tout d'abord. Quand j'ai commencé, quand on a commencé avec Zemmour, on intervenait en milieu d'émission.
C'est moi après qui ai dit à Ruquier, mais pourquoi on n'est pas là dès le début? Parce que moi, j'ai vu les films, pourquoi on fait que l'interview politique, etc. Et j'ai pas pris la mesure parce que moi, la première question que je me suis posée dans la première émission, c'est comment je vais arriver jusqu'au bout. Parce qu'il faisait une chaleur de four, il y avait une pression. J'arrivais en cours de saison et je sentais la sueur rigoler comme ça. Et je me suis dit, il reste 3 heures, comment je vais faire? C'est toute la question que je me posais. Ensuite, j'ai vu qu'en effet, il y avait une petite odeur de scandale, on provoquait assez souvent le scandale, tantôt Zemmour, tantôt moi, tantôt les deux. Et j'ai vu que ça prenait l'affaire d'un phénomène de société, quoi, un peu, voilà. Après, je pense aussi ce qui a fait le succès de l'émission et peut-être que le fait qu'on ait été repéré, c'est qu'il y a un a priori un peu pervers dans cette émission, c'est d'aller chercher quelqu'un comme Zemmour qui vient de la culture classique, qui vient de la culture politique, et moi qui viens de la littérature pure et dure, et de les opposer à ce qu'il y a de pire dans la production, j'ose même pas dire littéraire, mais livresque. Donc forcément, il y a un chaud et froid qui est déjà posé comme base dont on n'est pas couché. Donc forcément, ça doit clasher. C'est une obligation, c'est presque un C'est pas une obligation. Non, pas une obligation. Mais tout est réuni pour que le clash arrive. Non, les conditions sont très favorables au clash. Voilà. Mais jamais Catherine Barma, la productrice, ou Laurent Ruquier, l'animateur, ne nous ont demandé d'aller au clash. Ouais. Ils nous ont pas dit allez-y dans ce sens. Ils connaissent la mécanique. Les deux personnalités, que ce soit Eric et Eric, ils savent très bien qu'il y a un gros potentiel éventuellement pour que ça se clash un peu. Bon, le potentiel est là. Cela dit, il n'y a pas des clashs chaque semaine. Et on ne m'a pas dit, tiens, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas de clash, si vous y alliez un peu, les gars. Bon, il y a des émissions, ça se passe comme ça. On demande aux gens de jouer un rôle, de dire le contraire de ce qu'ils pensent. Moi, je ne faisais pas ça pour faire de la peine aux gens. Bon, après, la nature humaine est faite de telle façon que les gens préféreront toujours quelqu'un qui, droit dans les yeux, leur dit « moi j'ai adoré votre livre » alors qu'ils n'ont même pas ouvert le livre en question, que quelqu'un qui va dire des choses dures, mais qui lui, comme je le faisais, a tout lu, a pris des notes, enfin a fait du boulot, quoi. Bon, je comprends, c'est plus agréable d'être caressé dans le sens du poil. C'est pas mon truc. Et surtout, Ruquier n'est pas venu nous chercher pour ça. Pour ça, tu t'es remis de ton départ, sincèrement? À un moment, ça s'arrête au bout de 5 ans de bons et loyaux services, et on dit comment? C'est Barma qui appelle, c'est Laurent qui appelle et qui dit on s'arrête? C'était à cause des polémiques que ça s'est arrêté? Je sais pas, Non, Eric, ne sois pas langue de bois. Tu sais pourquoi c'est arrêté? Laurent a donné des versions assez différentes. Alors, donc, peut-être un jour, selon toi, quelle est la bonne version? Selon toi, Eric, pas selon Laurent ou monsieur Julien. Je pense qu'il estimait que dans l'économie générale de l'émission, le duo prenait trop de place. Le concept global. Alors précise pour les téléspectateurs. Le concept global dont n'est pas couché, un talk show, c'était un peu transformé en happening Zemmour et Nolo. Voilà. Où on attendait un peu qu'est-ce qu'il va y avoir cette semaine. Voilà. Après, d'ailleurs, c'est un peu sur ces bases-là que ça a continué quand même avec d'autres. Bon, on attend. Mais je trouve que peut-être que nous, on avait trop incarné ce concept du couple un peu, la paire un peu scandaleuse, où il va arriver forcément quelque chose. Voilà. Mais Laurent a donné des versions un peu différentes, donc je ne sais pas. Et aujourd'hui, comment trouves-tu Laurent Ruquier aujourd'hui, après toutes ces années de On n'est pas couché, avec, je ne vais pas dire un regard bienveillant, on ne cherche pas le tacle, on cherche justement l'objectivité, de ton avis? Moi je trouve que, d'abord c'est une émission qui vieillit bien, ce qui est assez curieux, parce que des émissions aussi anciennes, au sens littéral du mot, ont tendance à s'user, je trouve que ça résiste bien. Le concept est très fort. Laurent, il fait... Moi ce que j'admire, c'est de pouvoir le faire avec autant de conviction pendant aussi longtemps. C'est-à-dire que je pense que moi j'en aurais marre. Au bout d'un moment, au bout d'autant d'années peut-être. Ça se renouvelle un peu, c'est vrai que ça change un peu. Après tout, moi ça fait 8 ans que je fais aussi Ça balance à Paris comme chroniqueur, donc c'est aussi une émission ancienne. Mais je trouve qu'il a un talent et une résistance qui fait qu'il arrive à passer au-delà de la lassitude, du fait que les chroniqueurs changent et qu'il faut qu'ils s'adaptent un peu aux nouvelles personnalités. Voilà. Bon, de toute façon, tout le monde sait qu'il appartient à la légende de la télé. Donc ça, c'est sûr. Il est rentré dans l'histoire de la télévision, effectivement. Alors, on se dit tout, ça tombe bien. Le chroniqueur le plus brillant depuis votre départ, les deux Eric, dans l'émission de Laurent Ruquier, selon toi, vraiment qui a été la perle rare, qui a été bien trouvée et qui a été excellente. Il y a selon le mot qui est employé, ce ne sera pas la même réponse. Par exemple, perle rare, ça c'est intéressant. Moi je trouve que c'est une perle rare, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne avec des codes complètement étrangers à la télé. La manière dont il parle, la manière dont il développe ses idées, les angles qu'il choisit, à la télé on voit ça nulle part. Moi je trouve ça, vraiment j'aime ça parce que c'est quelque chose d'original, c'est très dur de renouveler le genre
du chroniqueur, je trouve qu'il l'a renouvelé. Parce qu'il reste dans son couloir. Il n'essaie pas de s'adapter à des codes d'ailleurs un peu flous de la télévision. Il fait son truc et il reste dans son couloir. Il reste ce qu'il est. Oui, exactement. Et il ne devient pas ce qu'il n'est pas. Non, et il ne verse jamais dans un exercice voilà, où il cesserait d'être lui-même, où il essaierait de dire mais qu'est-ce qu'on attend de moi ? Il s'en fout de ce qu'on attend de lui, il fait son boulot. Moi je trouve qu'il est assez remarquable dans ce... Le ou la pire depuis le début de cette aventure moi je pensais qu'on ne pouvait pas aller plus bas qu'Aymeric Caron, mais je me trompais. Là. Et pourquoi parce qu'il y a eu Christine Angot. Oui, mais pourquoi Éric Caron pour commencer ? Parce que c'est quelqu'un qui était inculte et fier de l'être, ce qui est quand même un peu compliqué dans une émission culturelle, un talk show culturel. C'est une erreur de casting ? Alors pas forcément. Pas forcément Alors, parce que dans le cas de Caron et d'Angot, les têtes à claques peuvent être excellentes pour une émission. Ça fait parler. Donc d'un point de vue vecteur de communication, je ne pense pas que ça soit une erreur de casting. Du point de vue de la valeur intrinsèque des chroniqueurs, oui, je pense qu'il y a 2 erreurs de casting majeures. C'est-à-dire qu'il y a Caron, quelqu'un d'extrêmement sectaire, tout en certitude, pas sympa, qui s'entendait. Alors il y a ça aussi. Je pense qu'on a été la seule paire dont les 2 composants s'entendaient, ouais. Se complétaient, se chamaillaient, mais rigolaient. Et Zemmour, il aborde souvent le sujet avec moi, il me dit mais je remercie le ciel qu'on ait fait équipe ensemble, parce que j'aurais été avec Caron, bon ça se terminait dans le sang, ou ça se terminait par une dépression nerveuse, quoi. Et puis après Caron, il y a eu Angot. Et alors c'est quoi son problème, selon toi ? Angot, le problème c'est qu'un chroniqueur, il n'y a pas de profil professionnel précis. On voit bien tous ceux qui se sont succédés étaient des gens assez différents. Mais il y a quand même l'idée qu'en tant que chroniqueur, tu dois t'intéresser un minimum à qui est en face de toi. L'artiste qui est en face de toi, la personne qui est en face de toi. Et je pense qu'elle est trop préoccupée d'elle, de son nombril et de quelques muqueuses alentour, pour pouvoir se préoccuper des autres et donc donner un changement. Et surtout, elle ne va voir ce qui lui est proposé qu'à travers le prisme de ses obsessions qui sont assez peu nombreuses mais très prégnantes. Donc là, je trouve que c'est un mot que j'utilise avec parcimonie, mais là, je pense qu'il y a une forme d'imposture. Oui. Je pense qu'il y a une forme d'imposture Dans sa présence, ouais, dans sa présence, dans l'émission. on n'est pas couché. Et ça va finir comment tout ça ? Tu Bah, as des informations en tant que spécialiste aussi un peu des non, médias. je n'ai pas d'informations particulières. Moi, je dis en plus, je parle d'imposture parce que j'ai lu l'intégralité de l'œuvre de Christine Angot. J'ai fait un livre en partie sur elle, qui était une parodie du Lagarde et Michard. Donc on comprend pourquoi vous aimez tant. Oui, et puis j'ai eu une belle à m'en remettre. La lecture de l'intégralité de l'œuvre de Christine Angot, tu t'en remets pas tout de suite. Après, faut te retirer dans un village corse pendant plusieurs mois, dans le silence. Mais ça peut être formidable. Mais moi, ça a été une expérience formidable magnifique. que de se retirer dans un village corse. Mais si tu n'as pas de la chance d'avoir de la famille en Corse, c'est sûr. il faut que tu vives avec ce que tu as lu, quoi. C'est pas, avec c'est Christine pas facile. Angot. Avec Christine Angot, et ça c'est pas facile, voilà. Sinon j'ai oublié la question que tu me posais en cours de route, mais... Non, mais comment ça va terminer ? Comment ça voilà. va se terminer pour elle ? Parce qu'elle est aussi très critiquée, et parfois c'est très violent sur les réseaux sociaux concernant justement ses critiques, et puis en même temps, elle se fait aussi pas mal clasher par certains invités. Moi, là aussi, je confesse une deuxième erreur. Moi, je pensais qu'elle ne finirait pas la saison. Ah. Mais il se passe quelque chose de très drôle, c'est que je vois que tout le monde sur le plateau est au petit soin avec elle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas énerver la diva. C'est-à-dire, c'est comme si tu manipules une bombe. Elle a réussi à se donner un statut. C'est le rapport de force. Ouais, c'est elle qui a instauré le rapport de force. C'est comme si tu manies une bombe, tu dis putain, pourvu que les 2 fils se touchent pas, parce que sinon ça me claque à la gueule et je suis mort, quoi. Donc là, tout le monde est là, oui. Il y a eu un épisode qui était extraordinaire. C'est quand elle a sorti cette bourde, mais pachydermique, que quand tu es artiste, c'est un plan B. Quand tu es artiste, c'est parce que tu n'as pas réussi à devenir docteur ou barman ou avocat. Et tout le monde l'écoutait et avait le même regard qu'un père ou une mère quand son enfant a réussi pour la première fois à faire caca dans le pot. Oh. Alors là, c'était pas un caca qu'elle déposait, c'était vraiment une grosse connerie, mais tout le monde avait ce même air inamoureux. Mais alors pourquoi ? Personne n'a répondu. Non, tout le monde a dit. Bruno Solo a dit, c'est une manière de voir un peu, mais tout le monde était là. Elle a réussi à faire dans le pot. Ça, c'est magnifique. Mais ils ont peur de quoi, justement ? Qu'elle explose. De la colère, qu'elle explose. Mais qu'elle explose, c'est-à-dire qu'elle fait le bad buzz cette fois. Elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait, puisque... vous voulez dire ? Non, mais c'est arrivé. Elle a quitté le plateau. Ah oui. Ils ont accepté de montrer Sandrine Rousseau en pleurs, mais pas Angot en train de balancer ses fiches, d'insulter le public. Et de partir dans sa loge. Et là, on est allé parlementer avec Mademoiselle Angot pour qu'elle veuille bien revenir, parce qu'on ne se serait pas passé de sa présence, n'est-ce pas ? La vie aurait été quand même beaucoup plus fade sans elle. Donc je pense que
comme toutes les gens qui sont un peu tyranniques, c'est une victime en gros. Il ne s'agit pas de nier ça. Une victime d'inceste, elle en a fait des Ça, on le sait, bien livres. sûr, oui, mais bon. Il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui. Mais il s'agit simplement de dire que le fait d'avoir été indiscutablement une victime ne donne pas tous les droits. Mais c'est peut-être une écorchée vive. Oui, mais écorcher vif, c'est un peu facile. Bah, oui, parce mais- que tout le monde doit se régler sur l'écorcher vive. Il y avait sans doute des gens qui avaient des problèmes sur ce plateau. Il y a peut-être des gens qui ont des traumatismes qui n'en parlent pas. Il y a peut-être des gens qui ont des traumatismes et qui ne décident pas d'en faire 1, 2, 3 livres. Il y a peut-être des gens qui ont des traumatismes et qui ne décident pas d'en faire de l'exhibition. Je pense qu'il y en avait sur ce plateau et il y en a beaucoup qui ont dû se succéder à On n'est pas couché sans aborder le sujet. Peut-être que moi, toi, Julien, nous avons des traumatismes. Peut-être qu'on n'éprouve pas l'envie d'aller les raconter en public, d'en faire un spectacle et de prendre tout le monde en otage en disant tout le monde va se régler sur ma souffrance, sur mon statut d'écorché vivant. On va aller maintenant faire un tour du côté de la télévision au sens très large. Quelles sont les émissions que tu regardes aujourd'hui ou que tu as plaisir à regarder effectivement à la télévision? 1 ou 2 émissions? Moi, je regarde plutôt le soir, parce que je ne suis pas chez moi. Exemple. Donc, exemple, c'est une ancienne chroniqueuse de Ça balance à Paris, mais qui a fait une reconversion que je trouve incroyable, c'est Elisabeth Quint. Eh oui. Le journal 28 minutes sur Arte, c'est formidable, remarquable. ouais. Moi, c'est un Tu magazine. regardes ça? Je regarde ça, je regarde le journal d'Arte avant. Alors, c'est bizarre parce que Ça balance à Paris a fourni quand même les troupes maintenant d'élite, puisque c'est Anne-Elisabeth Lemoine qui anime C'est à vous. Et je trouve, l'émission a toujours bien roulé, mais je trouve que cette émission, depuis quelque temps, a atteint une vitesse de croisière que je trouve remarquable. Je regarde ça aussi. Un mot sur TPNP, est-ce que tu l'aimes bien cette émission? On te voit souvent donc aux côtés de Cyril Hanouna, notre ami. Oui, je cultive des amitiés un peu étranges. D'ailleurs, Pourquoi? Je sais pas, on me le reproche. Non, mais, alors, on te reproche quoi? Pourquoi on te reproche d'aller dans l'émission TPNP? En tant que chroniqueur? Non, on n'est pas en tant que chroniqueur. Non, mais on me reproche d'être pote avec Hanouna, par exemple. Alors on te dit quoi? Parce que, En même temps, t'es pas avec Zemmour, donc. Non, mais apparemment, on ne peut pas avoir comme idole cinématographique Yasujiro Ozu, le réalisateur japonais auquel je voue un culte, et puis se marrer avec Hanouna. Il faut choisir. Moi, je ne choisis pas. Là, par exemple, je sors dans quelques semaines maintenant un livre sur le foot, Oui. et j'explique dans la passion, préface comme on que le j'ai dit déjà. découvert le foot et la littérature en même temps. Et que moi, je m'éclate autant à voir un match qu'à lire À la recherche du temps perdu. C'est deux émotions, évidemment, qui ne sont pas exactement les mêmes, mais ça me met dans le même état. Alors selon toi et avec ton œil aiguisé, qui est vraiment, ça c'est la question pour tout le monde, je vais faire pareil pour toutes mes questions maintenant, qui est vraiment Cyril Hanouna selon toi? Parce qu'on le connaît et on l'adore, et il y a des gens qui le détestent aussi. Alors c'est qui selon Éric Nolot? Cyril Hanouna, pour moi, c'est une des 2 ou 3, il n'y en a pas eu énormément quand même ces dernières années, une des 2 ou 3 grandes révélations de la télévision. C'est-à-dire quelqu'un qui a inventé quelque chose et qui s'est emparé de ce qu'il a inventé pour le pousser au maximum. Après, on n'est pas obligé de tomber à genoux devant les émissions de Cyril, mais moi j'ai fait Touche pas à mon poste quand c'était encore sur France 4. J'aurais pas parié, franchement, un centime sur le fait que ça allait devenir ce phénomène. Il a créé quelque chose. Et là, je parle d'un point de vue d'animateur. Quand je suis dans une émission d'Hanouna, ce qu'il fait comme animateur, d'un point de vue technique, c'est ahurissant. La capacité d'improvisation, de maîtriser une émission, de tout d'un coup renverser le conducteur. Moi, je suis un peu accroché à mon conducteur. Il ne faut pas venir me bousculer trop. Je sais ce que je vais faire, je sais ce qui va se passer dans 10 minutes. Hanouna ne sait pas ce qui va se passer 10 minutes après dans son émission, parce qu'il est capable de le changer. Voilà. Donc il faut que tous les techniciens s'adaptent, que tous les chroniqueurs s'adaptent. C'est un showman. C'est un grand showman. Il est très très bon justement un pour immense le professionnel. direct. Absolument. Et un mec très Gilles sympa. Verdez, oui, sympa. C'est une référence aussi pour toi autour de cette table. C'est objectif que je pose cette question. Non, faut pas y voir une de la référence, malice. Une référence. Non, mais Si, il y a de la malice. il a quand même le mérite de dire ce qu'il pense. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'est-à-dire Je pense que parfois il en rajoute des tonnes dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que parfois il pourrait très bien dire l'inverse avec la même conviction. Je crois que parfois il fait passer les nécessités du show avant les nécessités de la sincérité. Je crois. Mathieu Delormeau, un avis? J'ai pas beaucoup d'avis sur Mathieu Delormeau. Là vraiment, je me sens d'un univers très étranger à Delormeau. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et si on te proposait d'être chroniqueur, ou si on t'avait proposé, réellement, tu es au chômage, de nouveau, il n'y a rien, Non, je m'appelle Éric Nolot avec mon parcours, tu pourrais dire oui? Tous les ans, Cyril me le propose. Ah, Tous les ans, il me dit viens bosser. Voilà. Bon, de toute façon, là, d'un point de vue technique, je ne botte pas en touche. Non, mais d'accord. C'est pas compatible avec oui, mais mes engagements. chaque année, il te sollicite Ouais. donc depuis maintenant des années, nombreuses années. Et à chaque fois, je lui dis, tu sais, il faudrait qu'on
qu'on arrête de flirter, qu'on mette un peu la langue un jour, qu'on bosse vraiment ensemble. Mais ce sera peut-être pas TPMP, ça pourrait être la radio quand il reviendra. Moi, je fais pas beaucoup de radio en ce moment. Pourquoi on ne montrait pas un truc à la radio? Moi, j'adorerais faire une émission avec Hanouna à la radio. Eric, un mot sur l'affaire Tex? Bon, je trouve ça concernant, quoi. Après, moi, ce qui me fait rire, c'est quand il arrivera au Prud'homme, où ils expliqueront qu'il s'est fait virer pour quelque chose, une blague, qui n'était pas fine, mais enfin, Oui. pas de quoi, voilà, dans une émission qui n'était pas la sienne. Je pense que son avocat... Et pas en tant va se qu'animateur, mais en tant qu'humoriste? Oui. Non, mais je pense que les Prud'hommes, ça va être un très très grand moment de rigolade, justement. Ça va être la meilleure blague de Tex, peut-être. Après, la blague, franchement, c'est une blague beauf. Enfin, comme l'humour est basé sur la limite, de flirter avec les limites, Tex, dans cette blague, encore une fois, moi, ça m'a pas fait hurler de rire, mais enfin, bon, on a entendu d'autres quand même, il flirte avec une certaine limite. Et pourquoi ils lui ont coupé la tête, selon toi? Parce qu'il voulait le faire avant. Il voulait le faire avant, et je crois qu'il y a un dicton qui dit quand tu veux abattre ton chien, tu dis qu'il a la rage. On voulait abattre Tex, on a dit qu'il avait la rage. Un mot aussi sur France Télévisions et sa présidente, Madame Ernotte. As-tu un avis? Moi, je suis assez, globalement, je suis assez déçu de l'aspect culturel, voilà, de France Télévisions. Je pense que ça fait partie des principaux cahiers des charges de la télévision publique. Je pense que ça manque un peu d'ambition. Pour une raison que je trouve particulièrement triste, c'est que normalement la télévision publique devrait être complètement débarrassée de tout souci d'audimat. On sait qu'il n'en est rien, ils scrutent les chiffres le matin autant que les chaînes privées. Et comme la culture rameute quand même beaucoup moins de monde que d'autres formes de télévision, on a tendance à sacrifier cet aspect pour proposer des choses plus faciles. Je suis un peu déçu de ce manque de courage. Voilà. Un avis également sur Balance ton porc? Balance ton porc, c'est quand même très très difficile de ne pas être d'accord avec la base de la chose, c'est-à-dire la dénonciation des violences faites aux femmes. Après, comme il arrive souvent, c'est que le phénomène de correction va trop loin. C'est-à-dire que, on a l'impression que maintenant tout homme est potentiellement un agresseur ou un violeur. Il y a même eu des statistiques particulièrement farfelues sorties par mademoiselle Dehaze, Caroline Dehaze. Que tu connais bien et que tu aimes beaucoup également. Je crois que c'est réciproque. Oui, je pense qu'elle te le rend bien. Je crois qu'elle m'aime beaucoup. Elle m'a dit que... Enfin, elle n'a pas dit, elle a annoncé qu'elle s'était retirée des réseaux sociaux parce que j'étais vraiment trop méchant, quoi. Ce n'est pas bien. Donc j'ai au moins réussi ça dans ma vie, donc c'est pas mal. Mais d'accord. C'est pas mal. Bon. Après, le fait de pousser les choses si loin, à mon avis, est basé sur un raisonnement erroné. C'est qu'une erreur n'en corrige pas une autre, elle s'y ajoute. Il y a deux erreurs. La première erreur, c'est d'avoir accepté avec tant d'indulgence et de complaisance les violences faites aux femmes. Et la deuxième erreur, c'est maintenant de lâcher une parole complètement désordonnée où c'est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a une guerre des sexes et qu'il faut se sentir coupable d'être un homme en général. Bon, alors en plus, Caroline Dehaze ou d'autres font comme si elle parlait au nom de toutes les femmes. Quand vous parlez avec les femmes, les avis sont beaucoup plus nuancés que ça, beaucoup plus partagés. Donc je trouve qu'il y a une confiscation de la parole des femmes par quelques porte-paroles. Je pense que les femmes méritent mieux comme porte-parole que Caroline Dehaze. Oui. Et donc le CSA a été récemment saisi par des centaines de signalements suite aux propos de M. Besnéard. Mais là, contre justement Madame Dehaze. Quand elle s'exprime, j'ai envie de la gifler. Est-ce que quelqu'un peut croire vraiment qu'il pourrait passer aux actes? C'est une expression. Non, puis connaissant le personnage, oui. En plus, Besnéard, c'est une expression. Oui. Simplement, il a pointé quelque chose que je trouve très juste, c'est que quand Mademoiselle Caroline... Parce qu'elle est pénible, Madame Dehaze, elle est sectaire. Et surtout, elle a fait du féminisme un fonds de commerce. Voilà, c'est une petite entreprise, Caroline Dehaze, elle a besoin de tout le temps pousser le bouchon plus loin. Voilà. Et c'est vrai que comme elle est très pénible à entendre, très sectaire, quand elle vous dit qu'il fait jour, vous avez envie de lui répondre qu'il fait nuit. Parce que vous n'avez pas envie d'être d'accord avec elle, même quand parfois il lui arrive d'avoir... C'est ça que vous voulez exprimer. Besnéard, franchement, je vois mal Besnéard aller gifler publiquement Caroline Dehaze. C'est pas sérieux. Julien, Oui. Dernière séquence de ce rendez-vous. Le bug. Un vrai Une café? petite dédicace. Oui, non, un vrai café. Alors, un vrai café. Mais on n'a pas les moyens. Tu gagnais combien chez Ruquier? Je gagnais bien ma vie. À très bientôt. Vous portez bien, Je vous êtes t'entends très heureux. mal, là. Eric, on C'était sur le t'embrasse. salaire? Tu prends soin de toi. La hein. question, c'était oui, sur le salaire? ton salaire. Je t'entends très mal. C'est vrai. Je suis dans un tunnel. Mais là. où êtes-vous? Excuse-moi. Je le savais. À très bientôt. Hein. Bye. Bien sûr, Salut c'est la tout le monde. dédicace. C'est quand même dommage qu'ils soient pas venus avec Zemmour. Moi, j'adore. C'est un duo culte, hein, comme Tic et Tac. Ouais, ou Stéphane Echer.